Et c'est vrai que les enfants, c'est pas une population qu'on aborde souvent, en fait, à Flupa. C'est pas un public dont on parle souvent. Et alors moi, je soupçonne en effet notre oratrice de les trouver, en tout cas, très ressourçants, ils doivent sûrement alimenter son optimisme. Donc Laurence, elle est ethnologue de formation. Elle a travaillé depuis plus de 20 ans avec des grandes marques dans le luxe, l'alimentaire, l'éducation, la santé, les transports. Enfin, plein de secteurs qui produisent du gaz à effet de serre. Mais j'ai l'impression que les enfants, en tout cas avec son association Utopique, c'est ce qui l'a fait kiffer. Et il a laissé s'exprimer sur la manière qu'elle a de travailler avec eux, de les faire réfléchir sur les enjeux. Ça avait sa place, en tout cas aujourd'hui, dans cette édition 2022 des UX Days. On a en effet de l'esprit de critique, on a de l'audace, on a de la naïveté peut-être, de la simplicité, du caractère, ça oui, et en tout cas une autre manière de voir les choses sûrement. Donc je vous prie d'accueillir Laurence Berthéat-Granet. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai un petit défi quand même de passer après ce qu'on s'est dit ce matin et d'essayer d'y aller, tout simplement. Ça va être quand même quelque chose. Et surtout, je remercie Flupa et les UX Days de donner la parole aux enfants à travers moi, puisque c'est vraiment d'eux dont il va s'agir, et de comment, en fait, grâce notamment à l'intelligence collective, on va accompagner, en tout cas, ces enfants pour aider à relever les défis qui nous attendent. Ils sont nombreux. On en a évoqué quelques-uns ce matin. C'est large, le genre de défis qu'il y a, et donc on va pouvoir parler de ça ensemble. Nabil le disait, en fait, dans ma formation, je viens du monde des études de marché. Pendant 20 ans, j'étais dans un institut d'études. Et puis en 2015, j'ai commencé à tomber dans le design thinking, à découvrir le design thinking. Et puis j'ai commencé à faire des ateliers, de plus en plus d'ateliers. En 2018, j'ai monté un lab qui s'appelle le iLab chez Harris Interactive. Et quelque chose me frappait à chaque fois que je commençais mes ateliers. C'était ce petit moment où, quand je donnais les consignes de départ et que je disais aux participants qui étaient avec moi, des mots comme collaboration, créativité, droit à l'erreur, prototyper, faire des choses avec nos mains, créer des choses ensemble très concrètes. Et c'était cette petite minute comme ça où je sentais des petites gouttes de sueur qui perlaient dans le dos, ou des yeux de poissons morts qui me regardaient en disant « mais de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me suis dit, c'est quand même complètement dingue, alors que le monde, et a priori que l'entreprise leur demande à longueur de journée de faire ce genre de choses, donc de faire ensemble, d'être créatifs, de se mettre en danger, de résoudre tous ces problèmes dans ce monde instable, que finalement, cette chose-là semble si délicate ou difficile à certains. Et c'est là où je me suis dit, il faut probablement travailler un peu plus en amont et comprendre pourquoi est-ce que, adultes, finalement, ce qui va être nécessaire pour nous dans ce monde, justement, qui est complètement complexe, de plus en plus complexe, il faut sans doute travailler plus en amont pour armer les enfants à faire cela. Ça me permet de rebasculer sur le débat très intéressant à la fin de faut-il dire aux enfants finalement qu'on est dans ce vrai monde pourri et les alarmer, ou alors au contraire le faire d'une autre manière. Et je ne sais pas si la conférence éclairera là-dessus, mais en tout cas c'est un vrai point intéressant. Alors peut-être déjà, puisque comme je vous ai dit, je viens du monde des études et donc j'ai une petite déformation professionnelle, comme ça, à main levée, si je vous demandais à chacune et à chacun d'entre vous qui n'aurait dans la salle absolument rien à dire sur l'éducation. Je sais pas, qui n'a vraiment rien à dire sur l'éducation parmi vous, en tant que voisin, cousin, ancien élève, parent, autre? Ok, bon, alors c'est pas très statistiquement représentatif des UX, mais en tout cas, ça veut dire que effectivement, l'éducation, c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde, sur lequel, a priori, tout le monde a une opinion, et je pense même, au-delà de ça, une émotion. Et j'aime bien cette citation pour ouvrir les prises de parole, qui est celle de Nelson Mandela sur l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors,
Certainement, comme le dit Bon Pote, c'est comme pisser sous la douche, ça ne va pas suffire, mais en tout cas, c'est déjà quelque chose qui va nous permettre de travailler sur les générations qui arrivent, puisque la thématique, c'est UX sans frontières. Il n'y a aussi pas de frontières de temps par rapport à ce sujet-là. Si vous pensez à l'école, justement, si vous remémorez l'école, la manière dont vous avez dû, chacune et chacun d'entre vous, apprendre, normalement, si on pense au début de l'école, hein, aux périodes du début, à part la séparation avec les parents, ça devrait ressembler plutôt à ça. L'école maternelle, on est normalement dans des îlots, on est à plusieurs, donc on est collaboratif, on va travailler avec les autres. On est plutôt dans la motricité, on bouge beaucoup avec son corps, on fabrique beaucoup de choses avec nos mains, on est en confiance et on est sans cesse encouragé. Hein, vous savez, quand on se rate pour le premier pas, nos parents ne nous disent pas arrête de marcher, laisse tomber, tu feras ça dans une prochaine vie. Non, il faut continuer, il faut recommencer. Et donc l'erreur est apprenante. Et donc quand on est petit, quand on est en maternelle et donc jusqu'à 6 ans, on est plutôt dans un contexte, c'est un peu la fausse promesse de youpi, c'est sympa l'école. On va être tous ensemble et on va faire des choses assez sympas, on va créer ensemble, on va collaborer. Et c'est un peu la promesse éducative qui nous fait rentrer dans ce système-là. Donc jusqu'ici, c'est plutôt sympa. Et puis à 6 ans, ça se corse. Voilà, à 6 ans, on arrive en CP, on vous vise sur une chaise, là, et normalement, jusqu'à à peu près l'université, parfois plus, on est sur un mode assez descendant. Donc là, l'idée, c'est plutôt de ne pas tellement encourager la collaboration. Hein. Déjà parler avec ses voisins, hein, c'est dans le truc, mais même interagir avec les enseignants, ça va dépendre. Hein. La curiosité, là, se révèle vraiment être un vilain défaut. Et puis, on va être vraiment sur un mode qui est assez individualisé. Et finalement, là, ce qui va primer, ça va être de réussir, d'être le meilleur. Le meilleur, donc le plus fort. Et donc, on va passer de cette époque où on était plutôt collaboratif, à faire ensemble et à réussir à créer des choses, à cette époque un peu compétitive, où finalement, pour être le meilleur, pour faire les meilleures études, avoir les meilleurs emplois et dans les meilleurs métiers, finalement, il faut être compétitif. Ça, c'est généralement ce qui se passe quand on est dans des écoles lambda, on va dire, publiques, privées, mais en tout cas non alternatives, et c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et il ne s'agit pas du tout aujourd'hui de faire le procès de l'école ou le procès de l'éducation, mais plutôt de se questionner, en fait, en partant de ce constat tout simple, de se questionner sur comment espérer résoudre les défis de demain avec le modèle éducatif d'hier. Parce que c'est quand même une question clé de se dire, avec ce qu'on apprend, avec la manière qu'on a d'apprendre aujourd'hui, qui était certes très adaptée, ou en tout cas adaptée au monde industriel, est-ce qu'on peut essayer de résoudre ou de penser en tout cas les problématiques de demain? Donc cette question, elle est assez prégnante. Alors beaucoup de gens se la posent, hein, et heureusement, beaucoup on va dire, d'éducateurs, d'enseignants, de cadres agissent aujourd'hui dans l'école publique, dans l'école privée. Et donc aujourd'hui, l'école alternative, alors on n'a pas complètement essaimé, puisque ça reste quand même un système, on va dire, privilégié, ces écoles alternatives et ces manières différentes d'apprendre. Mais en tout cas, bouger l'éducation, et là je reprends un peu cette question de ce matin, est-ce qu'il faut bouger les choses de l'intérieur ou de l'extérieur, mais en tout cas faire évoluer cette éducation et ces manières d'apprendre, c'est aujourd'hui un vrai sujet. On voit des initiatives partout, on voit que les choses bougent beaucoup, mais il y a encore un grand chemin à faire. Et ce grand chemin, donc, c'est une chose que j'essaye de faire au quotidien et dont je vais vous parler avec l'association donc Utopique qu'on a fondée et qui travaille donc sur ce qu'on appelle cette transition éducative, donc comment apprendre différemment, et qui se base sur des méthodes que vous, UX, vous connaissez bien, vous devez utiliser vous aussi au quotidien, et donc qui devraient résonner, j'espère, pour chacune et chacun d'entre vous. Alors,
On le disait, on a parlé de défis ce matin, et effectivement, la diversité des défis qui nous attendent et qui sont là aujourd'hui, ils sont énormes. Ils sont énormes, et l'ONU donc les a rassemblés en 30, enfin pour 2030 en tout cas, en 17 grandes thématiques. Et dans ces thématiques, alors elles ont toutes effectivement une importance considérable. C'est des thématiques qui sont à la fois écologiques et pour certaines sociales ou économiques. En tout cas, ce qui est intéressant et ce qui est questionnant aussi, c'est que la dernière qui a été rajoutée, la 17e thématique, elle s'appelle « Partenariat pour la réalisation des objectifs ». Donc en fait, là où c'est intéressant, c'est que finalement, dans chacune de ces thématiques, on a rajouté une thématique qui dit, pour qu'on réussisse à relever le défi, il va falloir qu'on arrive à travailler, nous, entre pays. Donc on va vraiment mettre ça aussi comme un objectif de développement durable. Pour y parvenir, il va falloir qu'on fasse ensemble mondialement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça raconte aussi à quel point on va avoir besoin les uns et des autres. Et quand on parle de sans frontières, et si je reviens à la thématique des UX Days aujourd'hui, l'échelle, le passage à l'échelle et la compréhension d'échelle est quelque chose vraiment d'essentiel. Alors c'est essentiel pour nous, mais c'est essentiel aussi pour un enfant de comprendre des choses qui nous semblent complètement acquises. Le fait que, effectivement, ce qu'on peut réaliser, nous, en France, peut avoir un impact, par exemple, en Chine, ou ce que font les Indiens peut se retrouver chez nous. Mais dans le cerveau et dans l'esprit d'un enfant, tous ces sujets-là sont relativement, on va dire, abstraits. Et il faut réussir à mettre aussi du concret là-dedans. Et c'est les choses qu'on pousse dans nos ateliers, dont je parlerai tout à l'heure, cette question effectivement de l'échelle et de la vision, en tout cas, de ce monde unique dans lequel on est ensemble. Dans ces thématiques, il y en a une sur laquelle on travaille plus particulièrement et qui est vraiment intéressante parce que si on la prend, elle croise à peu près toutes les autres. C'est la thématique numéro 12, donc qui va aussi faire le lien avec ce que disait Jean-Marc Jancovici, qui est donc celle de consommation et production responsable. Parce qu'en fait, cette thématique, si on la regarde, elle traverse absolument toutes les autres. Elle traverse tout ce qui est vie terrestre et vie aquatique en termes de nourriture. Elle traverse évidemment tout ce qui est réchauffement climatique en termes de conséquences. Elle traverse la question de la pauvreté, la question zéro faim, bien évidemment, donc de la sécurité alimentaire. Elle traverse le bien-être, comment est-ce que je me nourris, l'éducation de qualité, comment est-ce que je comprends l'impact finalement de manger dans mon quotidien, qu'est-ce que j'en comprends finalement, quel rôle ça a, l'égalité des sexes, qui fait les courses, qui cuisine, comment est-ce qu'on partage tout ça finalement, comment est-ce que la nourriture est produite, distribuée et consommée à travers le monde. Elle traverse vraiment tout, l'eau, les inégalités. C'est vraiment un sujet qui est transverse. Et pour nous, c'est une super clé d'entrée quand on travaille avec les enfants, parce que c'est un sujet extrêmement concret. L'assiette, c'est vraiment un truc qui parle à tous. Alors, quelles que soient effectivement les écoles dans lesquelles on travaille ou les collectifs avec lesquels on travaille, les perceptions sont très différentes. Mais en tout cas, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement concret. Et donc très intéressant dans ce sens-là. Alors, je vous donnerai quelques exemples de ce qu'on fait, mais là, j'avais envie de commencer par une petite vidéo, parce que je disais vous donnez la voix aux enfants, et j'ai vraiment envie de leur donner la parole aujourd'hui. Donc ça, c'est un des ateliers qu'on a réalisé en 2019. Je n'avais pas envie de vous montrer un truc avec les masques, parce que voilà, on en sort, donc j'ai choisi plutôt autre chose. Et on a travaillé en 2019 dans un événement mondial qui s'appelle le Désignaton. Donc le Désignaton, en fait, c'est une journée où 1200 enfants dans le monde vont travailler ensemble, vont co-designer ensemble sur un même sujet. Donc l'objectif de développement durable de l'ONU sur lequel on travaillait s'appelait alimentation à l'époque. Donc on a vraiment travaillé sur ce sujet-là. Et pendant cette journée-là, en fait, ils vont, à la manière vraiment de votre travail, à vous, perpétuel, comprendre quel est le problème, échanger sur le problème, décider des solutions qu'ils veulent adresser à ce problème, les prototyper et les présenter en fin de session à des experts ou à des grands témoins qui vont faire réagir. Je vous en parle après, mais je vais vous montrer juste comment ça se passe. C'est un petit film de 3-4 minutes et ça vous donne une idée
de ce que sont capables de faire justement les enfants. Ah. Hop, on recommence. Non plus. Alors, on va recommencer encore une fois. Il se lisait tout à l'heure. Ah bah décidément. Alors, montrer un film sans film, ça va être un peu compliqué. Je recommence. Peut-être là-dessus, non plus. Le désignation super positif avec en plus un mélange interdisciplinaire. On vient aussi travailler sur les sciences, sur la technologie à travers les projets, etc. Donc c'est vraiment épatant et avec des idées absolument géniales. C'est là où il faut aller chercher les bonnes idées. Ils sont très sensibilisés, surtout avec des équipes éducatives, etc. Et je pense qu'on est là aussi en train de former le citoyen responsable de demain. Ah ben moi j'ai trouvé ça absolument formidable, plein d'idées. Peut-être la première chose qui m'a frappé dans les 7 projets, c'est que ce sont tous des projets altruistes qui sont sur le social, sur les pauvres. L'autre chose qui m'a frappé, c'est l'ingéniosité. On pourrait s'attendre un peu à avoir peut-être des stéréotypes ou simplement les idées des parents. Et l'impression que j'ai eue, c'est que chaque groupe d'enfants a su créer une espèce d'autonomie, de créativité et d'inventivité, dont une partie me paraît tout à fait réutilisable, au moins comme maquette générale, par une entreprise, une ONG, une administration, enfin des gens qui ont envie de mettre en place des inventions pour en faire des vraies innovations sociales. Enfin, je suis très impressionnée parce qu'ils ont compris l'essence de ce qui les attend. Et moi, je suis ravie d'être là parce que j'ai découvert des enfants à qui on peut faire confiance pour réinventer le futur, comme on dit. Il faut que toutes ces initiatives soient diffusées, que tout le monde soit sponsor de ça parce que ça fonctionne, ça leur servira plus tard. J'ai trouvé cette journée particulièrement intéressante. D'une part parce qu'elle fait participer les enfants aux solutions de demain et ce seront les premiers concernés. Donc ça c'est très important. En plus dans un mode à la fois créatif et pragmatique que permet le design thinking, ce qui est quand même très intéressant pour développer des solutions et leur montrer qu'ils peuvent être acteurs de changement dans leur environnement. Voilà. Moi, ils m'ont donné plein d'idées, plein de solutions qui, j'espère, verront le jour. J'étais ravi de participer à cette expérience. On a découvert des projets qui sont vraiment intéressants, assez divers, mais il y a quand même un point commun et c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est l'aspect humain et l'aspect social en fait qui est dans tous les projets quasiment. On revient toujours à la pauvreté, à comment faire en sorte d'avoir l'alimentaire qui est plus accessible finalement à ceux qui sont dans le besoin. Ils ont très bien compris les enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Ils ont su répondre avec leur regard à ces problématiques et je pense que ce serait intéressant de multiplier à grande échelle, bien que ce soit déjà dans 40 villes, multiplier sur des programmes scolaires concrets ce genre d'initiative et en faire la norme globale. Le désignaton c'était trop bien, on a appris plein de choses, comment faire un geste pour la planète et le citoyen. C'était super bien, j'ai appris beaucoup de choses, voilà. J'ai appris les 4 plus grands problèmes, j'ai trouvé ça super. Oui, j'ai pensé que c'était bien, c'était amusant et on a appris beaucoup de choses. Une journée riche en émotions, riche en partage. Une première expérience du Global Children Désignaton, super réussi à Paris. On est hyper contente et déjà prête pour l'année prochaine. Oui.
Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu comment peut se passer une session justement de co-design, en tout cas collaboratif et international, puisque vous l'avez peut-être vu sur le film, on est en visio et donc on parle à d'autres pays du monde au moment où on va prototyper pour échanger sur nos solutions, pour échanger sur nos progressions, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc du coup, pour nous, vraiment, ce qui est essentiel et ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de rendre l'enfant acteur et actif dans ses apprentissages. C'est vraiment de se dire qu'il va de lui-même chercher des solutions, découvrir des solutions et retenir tout ce sur quoi il va travailler, voire communiquer auprès de ce sur quoi il a travaillé, parce qu'il était lui-même, en fait, la clé de son savoir. Donc la manière dont on travaille, c'est un processus que vous connaissez, un processus qui s'inspire complètement du design thinking. On travaille déjà, le premier point, c'est d'aller à la rencontre des enseignants en leur disant, voilà, nous on travaille sur ces compétences du 21e siècle. On travaille à les développer et on voudrait savoir si vous avez un sujet dans l'école sur lequel on pourrait travailler en leur présentant justement les objectifs de développement durable de l'ONU pour trouver un sujet avec eux. Donc déjà, on fait ce premier pas en fait de sonde pour savoir s'il y a des sujets intéressants. Et ce qui me frappe, je prends un exemple il y a pas longtemps, là, il y a 3 mois, on était dans une école dans le 17e et donc on leur présente ça en disant ce sur quoi ils avaient envie de travailler. Et puis on avait beaucoup envie de travailler sur les questions de genre, qui sont des questions qui nous habitent souvent. Et donc on propose aux enseignants de travailler sur le genre. Et là, les 2 enseignants nous disent le genre, non, on n'a pas trop de problématiques, ça se passe plutôt bien dans cette école, garçon-fille, bon, non, c'est assez équilibré. Bon, et puis on a un peu insisté, ils ont dit pourquoi pas, allons-y sur le genre. Et je raconte cette anecdote parce qu'on commence très souvent notre première intervention en classe par des exercices vraiment de projection pour comprendre en fait à quel type de public on a affaire. Donc je parlais tout à l'heure de l'alimentation par exemple, on peut commencer par dessiner son repas préféré et là ça nous donne déjà en fait une vision un peu de l'échantillon d'enfants auquel on parle. Quand on se retrouve dans des classes où on a à peu près 1/3 de nourriture représentée par des kebabs, 1/3 de nourriture représentée par des McDo et le dernier tiers qui fait des Paris-Brest, on se dit ok, là, en termes, on va dire, de public, on touche vraiment, dans cette école publique-là, à peu près tous les types de public. Là, quand on travaille sur le sujet du genre, on fait un peu différemment, mais on travaille souvent avec plein d'outils de créativité, dont le premier qui est très très ludique pour eux, parce que si vous avez vu cette petite fille qui dit « on s'est bien amusé et on a appris », c'est vraiment la notion d'apprendre en s'amusant qui va ancrer les apprentissages. Et on travaille avec eux souvent par une première méthode qui est la mind map, donc ils vont faire une carte mentale, mais cette carte mentale, c'est pas celle que leur donne l'enseignant pour leur faire apprendre la Deuxième Guerre mondiale. On met une grande feuille par terre, on donne des stylos aux enfants, enfin des feutres aux enfants, et on leur dit, voilà, ça c'est la carte où on va dire tout ce qui nous passe par la tête quand on pense aux filles, et ça c'est la carte où on va mettre tout ce qui nous passe par la tête quand on pense aux garçons. Alors là, ils nous regardent en disant, mais c'est les filles qui vont sur la carte des filles et les garçons sur la carte des garçons. Déjà, donc on voit qu'il y a déjà une première norme qui est bien établie sur ce sujet-là, et là on leur dit, non, tu peux aller de l'une à l'autre et puis tu peux naviguer. Bon, déjà spatialement, là on est en classe de CM2, on voit bien que se réapproprier l'espace, changer les règles, puisqu'on est avec l'enseignant, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, à savoir d'être assis sur un mode un peu descendant, c'est déjà une première, on va dire, un premier pas de côté pour eux, en tout cas une première prise de risque. Et donc on arrive dans cette classe avec la carte des filles, la carte des garçons, et je vois quelque chose que je n'ai jamais vu depuis le temps que je fais des ateliers. Des enfants écrivent les uns les autres, et puis il y a une petite fille qui est là, que je sens très très émue, en fait, je la sens pas très bien, je la sens presque un peu fébrile, et je la vois regarder le reste des enfants et barrer au marqueur, dans le marqueur noir, vous allez voir, c'est impressionnant, barrer un truc, et puis réécrire autre chose en dessous. Et je suis assez surprise, donc bon, je laisse un peu faire les choses, et puis à un moment, je vais la voir, je lui dis ouais, Lucille, ça va et tout. Et alors, je comprends à ce moment-là
que la violence n'est pas tellement dans la représentation des filles ou des garçons, mais dans la relation qu'ils entretiennent entre eux en CM2. Et on récupère 2 cartes mentales qui sont impressionnantes de tension dans cette école où normalement tout allait bien. Voilà. Donc ça, c'est des premières entrées en matière qui sont assez parlantes en fait du boulot qu'on va avoir à faire pour déconstruire justement tous ces stéréotypes et pour travailler avec eux et pour qu'à la fin de nos ateliers, à la fin de notre travail, on ait vraiment avancé sur cette question-là et on ait pu apaiser des relations. Parce qu'on est en CM2, mais après on va passer au collège, après on va passer dans des thématiques qui vont être celles du harcèlement, celles de la connaissance de l'autre, celles de la différence. Et donc travailler sur ces sujets-là, c'est pas anecdotique, même quand on a 9 ou 10 ans. Voilà, donc ça c'était pour vous parler en tout cas de cette première phase qui est vraiment celle de prendre le pouls pour comprendre comment ils sont. Ensuite, on a une deuxième phase qui est celle de l'exploration et de comprendre. Et là, pour explorer et comprendre, en bon ethnologue, on a un outil magique, alors j'en ai pas pris aujourd'hui, c'est le carnet ethnologique, le carnet de terrain en fait, le carnet d'observation. Donc on se sert d'un petit outil tout bête qui s'appelle le carnet EthnoKids. Et dans ce carnet, les enfants vont, le temps de nos ateliers, mener l'enquête. Donc mener l'enquête, ça veut dire qu'ils vont eux-mêmes construire un questionnaire qu'ils ont envie de poser à des parents ou en proximité à des personnes qui sont, par exemple, dans le quartier ou qui sont ailleurs. Alors, par exemple, quand on travaille sur le genre, les questions, ça peut être toi, quand tu étais une fille, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu pouvais pas faire ? Ou est-ce que les garçons sont vraiment plus intelligents que les filles ? Enfin, voilà, ils vont se poser plein de questions comme ça, et puis plutôt que de trouver la réponse là avec leurs copains, copines, ils vont aller mener cette enquête, chacun, sur des questions. Et puis, comme en ethnologue, ils vont faire aussi de l'observation. Donc en fait, ils vont se mettre à regarder des choses qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne voient plus, et ils vont se mettre à regarder, par exemple, leur cours d'école comme des petits ethnologues. Ils vont commencer à regarder leur cours d'école en se disant quel est l'espace qui est dédié aux garçons, quel est l'espace qui est dédié aux filles, qui fait quoi, comment ça se passe. Ils vont regarder à la maison, quand on était en période de Covid et de télétravail, où pouvait travailler papa, où pouvait travailler maman, comment est-ce qu'on me parle, comment est-ce qu'on parle à ma sœur. Et en fait, ils vont vraiment partir en méthode de recherche. Et grâce à ces carnets d'ethnologues, vont pouvoir ramener dans la classe et discuter dans la classe de leurs recherches et de leurs avancées. On se retrouve dans la classe, là ils discutent, on va passer en intelligence collective et on va vraiment purger toutes les idées reçues et voir en fait où sont, de leur point de vue, les différentes problématiques. Et on va choisir ce sur quoi ils ont envie de travailler ensemble. Et donc c'est la phase où ils vont décider avec nous du prototype qu'on va construire ensemble. Les prototypes, en fait, je le montrerai tout à l'heure, mais ils sont très très différents et ils vont dépendre de nos publics. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est qu'ils matérialisent à un moment ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris, et surtout qu'ils puissent, et c'est la dernière compétence, enfin une des dernières compétences du XXIe siècle, communiquer et présenter ce qu'ils ont appris. Vous le voyez à la fin de la vidéo, ils sont en train de présenter leur prototype, de parler de leur choix design sur les prototypes de ce qu'ils ont fait à des experts pour recueillir un feedback. Donc ça, ce sont vraiment les compétences du XXIe siècle, donc développer l'esprit critique, faire de la résolution de problèmes en collaboration, donc le collaboratif, co-créer, prototyper, dans la créativité, et puis communiquer. Donc je parlais du carnet EthnoKids, donc vous voyez les petits carnets EthnoKids, avec toujours en fait l'intérêt de ce carnet, c'est que ça fait, je disais, le lien avec la recherche, mais ça fait aussi le lien avec l'écosystème. Donc c'est-à-dire qu'avec ce carnet-là, ils vont pouvoir interroger des personnes, interroger des proches, interroger en fait leur environnement, mais surtout créer aussi des conversations. Parce qu'en fait, parler avec ses parents de ce que c'est que d'être une fille ou un garçon, quand on a 10 ans, c'est pas forcément naturel. Parler à ses parents de la question de la pollution, des déchets, du gaspillage alimentaire, c'est pas des choses, ce ne sont pas des sujets qui sont là, et surtout, ce ne sont pas des sujets initiés habituellement par les enfants.
Donc ça, c'est un premier outil qu'on utilise, qui est très simple. Et ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est que cet outil-là, on le co-construit avec eux. Donc en fait, on fait les pages, au fur et à mesure de nos actions, on va redessiner les pages et rechoisir en tout cas les pages et les faire évoluer. La créativité, l'empathie, la communication, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment ces moments, vous les voyez, ils sont ensemble, ils sont par terre et ils sont en train de faire effectivement en intelligence collective toute cette partie, on va dire, plus créative et plus ouverte. On travaille beaucoup aussi avec les enfants, avec les dimensions spatiales. On se met dans des couloirs et puis on essaye de voir, en faisant des sondages ambulatoires, qui est d'accord avec quelles idées pour qu'ils prennent conscience aussi physiquement. On va dire de l'ampleur des stéréotypes ou des idées reçues sur des sujets donnés. Et en fait, ça les aide aussi à réaliser ce dont on parle. Les différentes formes de prototypage, je vais aller vite, mais ce qui est important là, et alors c'est vrai que voilà, on parlait tout à l'heure des vidéos et du frugal. Alors, on essaye de faire frugal et on fait rarement des vidéos, mais ça nous arrive, notamment sur les questions du genre, de finir par faire monter un film en stop motion par les enfants. Ça nous est arrivé. Généralement, on travaille plutôt avec du matériel de récup. Là, on est sur des dimensions robotiques, donc on développe aussi d'autres compétences. Mais généralement, les prototypages sont vraiment fonction des publics qu'on a. On a des publics, on a des enfants dans des écoles qui sont très en difficulté avec l'écrit. On ne va pas leur faire du storytelling avec eux, on va plutôt jouer des scènes de ce qu'on a appris. On a travaillé dans une école où les publics étaient... on a travaillé sur la thématique de l'immigration. Et donc les publics étaient vraiment en difficulté avec l'écrit et on a décidé ensemble de choisir un prototype qui était complètement différent. Ils ont eux-mêmes collecté des objets, donc là on est vraiment en anthropologie, ils ont collecté des objets en fait de leur histoire et ils ont chacun construit et présenté leur totem de l'immigration. Ils ont présenté en fait leur histoire à travers tous les objets qu'ils avaient été cherchés chez eux et qu'ils avaient mis en scène. Donc des prototypages vraiment fonction des publics à la manière d'un makers pour travailler là-dessus. Et puis, et ce sera mon avant-dernière slide, agir sur les différentes échelles, j'en parlais, c'est vraiment essentiel. Parce que finalement, l'enfant, dans son système domestique, à la maison, avec ses parents, avec son système, l'enfant dans la classe, l'enfant dans l'école, l'enfant dans le territoire, et puis l'enfant dans le monde, ce sont des échelles qui nous paraissent évidentes, mais qui le sont, encore une fois, pas tellement pour eux. En fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous remercie de donner la parole aux enfants, les enfants sont quand même assez sortis du débat, sortis des débats. Or, qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'enfants, j'ai envie de dire, peu importe. En fait, c'est vraiment eux qui sont concernés avant tout. Et si eux, on ne les arme pas pour leur donner les clés pour résoudre tous ces défis, on risque d'avoir un petit souci. Donc, en fait, leur donner vraiment un rôle, les accompagner pour comprendre des choses, en fait. Donc, pour sortir de l'angoisse qui peut être vraiment tétanisante. Dire à un enfant, ça va pas, tout fout le camp, la planète part en vrille. Certes, mais je fais quoi ? Hashtag, je ne suis pas Greta, quoi. Si on héroïse des enfants en leur montrant que pour faire un truc, il faut s'appeler Greta Thunberg, on va pas s'en sortir, en fait. Il faut justement leur donner confiance pour leur dire... Tu peux agir à ton échelle, tu peux créer des conversations avec tes parents, tu peux éveiller des gens autour de toi, tu peux présenter ton travail, tu peux présenter toutes tes pensées dans un tiers-lieu, par exemple. On fait souvent ça, on fait présenter en fait ce que les enfants ont fait dans un tiers-lieu auprès de citoyens pour leur montrer qu'eux ont de l'importance, qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ont des idées et que leurs idées, j'en cite une parce que j'adore cette idée-là, quand vous avez vu les gamins qui étaient en train de prototyper, un des groupes a imaginé un frigo solidaire. Le frigo solidaire, il a vu le jour quelques mois après dans le 18e. On est allé emmener cet enfant devant son invention. Alors il se trouve que ce n'était pas lié, mais en fait vous imaginez le poids pour un gamin de 10 ans de se dire que son idée à lui, elle est là, elle est dans un autre quartier de Paris, mais qu'elle a de la valeur et qu'elle peut apporter quelque chose, elle peut apporter des solutions à la pauvreté. En fait, c'est vraiment agir sur cette capacité, on va dire, d'agentivité qui est importante, et le fait de lier ça mondialement, c'est-à-dire de permettre ce dialogue
d'enfants ici à Paris avec d'autres enfants. On a travaillé cette année avec le Congo notamment, qui vont échanger sur ces sujets-là. Ça a un poids énorme pour eux et ça a une valeur énorme pour eux. Et donc c'est ma conclusion. Voilà, vous l'avez compris, mais en tout cas, je pense que nous tous, et parce que vous êtes aussi des UX, et parce que vous avez aussi cette capacité à la fois à comprendre, à diagnostiquer, à explorer les choses, et également à agir et à faire des choses, à fabriquer des choses, je pense vous êtes encore plus aptes que quiconque de faire ce pas avec les enfants, parce que vous connaissez la mécanique, vous la pratiquez au jour le jour, c'est vraiment ce que vous faites, et les enfants s'engagent là-dedans avec un tel enthousiasme et une telle facilité que voilà, quand j'ai des personnes qui viennent à mes ateliers, ils sont bluffés en fait, parce que c'est bluffant en fait de se dire que dès qu'on donne cette confiance, dès qu'on donne cette place en fait aux enfants, ils sont capables de créer, ils sont capables d'inventer et ils sont capables d'avoir envie de bouger. Alors effectivement, on parlait tout à l'heure des ados et des plus grands. Là, on est sur cet âge magique en fait où tout est encore possible. Ils ont entre 10 ans et 12 ans. Et ils ont envie, ils sont en plus dans une période très concernée par l'humain, par le vivant, par la justice. Et donc c'est vraiment un moment où on peut agir avec eux. Voilà, j'ai fini. Merci de votre présence à toutes et à tous. Je vois le temps qui passe. On peut peut-être avoir une seule question. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah oui, là, tout derrière en bas. Merci. Bonjour. Vos ateliers durent combien de temps? Alors, nos ateliers durent à peu près 45 minutes. On fait 2 ateliers par... oui, c'est ça, j'ai pas dit. On mélange les classes, en fait. C'est-à-dire qu'on fait 2 ateliers dans 2 classes de la même école, puisque l'idée, c'est que les classes essaiment après, ensuite, dans l'école. Et on fait souvent 5 sessions d'ateliers. Donc, on fait 5 fois 45 minutes dans chaque classe. Donc, ça se déroule sur une semaine? Ça se déroule sur 5 semaines. On revient chaque vendredi. Oui, okay. Parce qu'il faut qu'ils travaillent avec leur petit carnet d'ethnologue entre-temps. Donc, il faut qu'ils observent et qu'ils remontent des choses. D'accord. Merci. Compris. Merci encore. Encore une fois, on a alors une deuxième question et c'est tout. Et j'en profite pour, s'il te plaît, Andy là-bas, levez la main pour qu'Andy puisse vous voir, monsieur. Voilà. Et tant que tu arrives avec le micro, je remercie la régie de ce dépassement. Et encore une seule question et c'est bon. Bonjour et merci pour laisser l'occasion de poser une deuxième question. Moi, je me pose la question, en fait, par rapport à la posture de M. Jancovici qu'on a vu précédemment. En fait, ce serait intéressant d'avoir une conversation entre vous deux et de savoir comment vous vous positionnez. C'est-à-dire que lui, il a, comment dire, c'est une figure emblématique qui est inspirante, mais il a quand même une posture qui est assez descendante. Et voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous évoque. Voilà. Merci. Alors, en fait, très personnellement, je pense que je comprends, j'entends toutes ces choses-là, mais en fait, très personnellement, je me dis, je ne peux pas, quoi qu'il arrive, même si j'ai bien conscience de tout ce qu'il arrive, me dire que je vais laisser, entre guillemets, les enfants dans cette panade. Donc, en fait, je me dis... Et c'est pour ça que je faisais la référence en disant que Bon Pote nous le dit bien, c'est comme pisser sous la douche, ça ne va pas suffire. Mais en fait, il n'y a pas un moyen de faire, il y en a plein, et je pense que vous tous, déjà, vous avez des moyens d'agir avec tous les enfants que vous rencontrez au quotidien. C'est juste un état d'esprit, en fait. Mais si on continue petit, déjà, à éduquer les enfants en leur disant que c'est les grands les sachants, en leur disant que tout est foutu et que c'est déjà trop tard, ben, on va tous se retrouver à emmener nos ados chez les psys dans 10 ans parce qu'ils seront complètement à plat, en fait. Donc la question de l'agentivité, c'est une question qui est vraiment... on leur dit pas que c'est facile, hein, quand on bosse là-dessus, quand ils arrivent sur le genre, quand ils arrivent sur la planète, quand ils voient le gaspillage mondial, ils disent pas que c'est facile. Mais par contre, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils sont là, à Paris, qu'ils sont 40, qu'il y a des adultes, parfois aussi...
connus et réputés que Jean Covici qui sont là, qui prennent le temps et l'attention pour venir dire à ces enfants « Et toi, tu penses faire quoi ?» en fait, qui vont aller échanger ça avec d'autres enfants dans le monde qui réfléchissent exactement le même jour, au même moment, sur le même sujet, en se disant « Waouh, en fait, tiens, mais c'est vrai, moi, l'énergie, il faut que je sache comment je l'économise. » Mais on parle, nous, à des gens qui vont être dans un pays où en disant « Ben moi, c'est plutôt comment on la produit. Toi, t'en as trop, moi, j'en ai pas. » Et donc se dire « Ah mais ouais, en fait, le problème de l'énergie. » Donc ce décentrage, en fait, puisqu'on a parlé d'ethnologie, mais on n'a pas parlé d'anthropologie, on fait toujours dans nos ateliers ce qu'on appelle un détour anthropologique, et on leur montre que finalement, le sujet qu'ils voient, ils le voient de leur cours. Et là, je fais une petite référence à ce que disait Jean Covici. Il n'y a pas une façon d'agir, et ça dépend effectivement des pays. Et puis voilà, il y a la sphère de la loi, il y a la sphère du marché, et puis il y a la sphère du citoyen. Nous, on agit sur la sphère du citoyen et puis on essaye d'aller attraper des fois la loi et le marché avec des experts. Mais voilà, c'est vraiment le fait de se dire, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut que nos enfants se mettent en marche et on n'a pas le choix. Et donc, je pense qu'on a tous une responsabilité vis-à-vis de ça, qu'on soit... Enfin, tout adulte a une responsabilité vers ces nouvelles générations. Ou alors, je sais pas, on va s'acheter un bunker, mais il y a une grande liste d'attente en Nouvelle-Zélande à 70 000 € et on se met à l'abri avec son chéri. Mais bon, voilà, c'est une vraie question. Mais en tout cas, pour moi, ça n'empêche pas. Je connais ces discours. Voilà, ils sont certes anxiogènes, mais encore une fois, si on dit aux enfants, c'est foutu, tu peux rien faire, ils vont facilement aller. Enfin, à 10 ans, c'est pas possible. C'est pas concevable en fait pour eux. C'est foutu, tu peux rien faire. Et heureusement. C'est très dramatique. Merci beaucoup. Merci encore Laurence. Merci à vous.